Les partis de l'opposition, ils ont demandé d'inclure les Juifs qui ont ce même problème dans ce projet de loi et ils ont tout simplement refusé de le faire. C'est d'un populisme extrême parce que ça n'a rien à voir. Juridiquement, c'est faux. Les implantations doivent être accordées à des plans d'urbanisme et c'est absolument pas le cas en Judée-Samarie. La loi de l'électricité a été adoptée hier à la Knesset lors d'une séance plus que houleuse. Et pour en parler ce matin, nous allons faire un débat. Et nous sommes très heureux de recevoir pour ce débat Mylène Sima, qui va représenter ce matin le parti Yemina. Mylène, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Dan. Merci d'être avec nous ce matin, Mylène. Et nous sommes donc avec aussi Dan Ilouz, qui va être, lui, un peu le porte-parole du Likoud. Bonjour Dan Ilouz. Bonjour Olivier, bonjour Mylène. Alors, on va faire ce débat, comme je l'expliquais. Est-ce que je peux juste préciser que je ne suis pas porte-parole de Yamina? Alors, vous n'êtes pas porte-parole, vous êtes représentante, on va dire. Hein, vous êtes en tout cas pour ce débat, celle qui va parler au nom de Yemina. Alors, on va parler surtout de la loi de l'électricité et un peu ce qui s'est passé hier lors de cette séance, donc comme j'ai dit, qui était plus que houleuse à la Knesset. Et on va entendre un peu vos opinions sur cette loi. Alors, cette loi de l'électricité, c'est une loi qui va permettre à des dizaines de milliers de maisons qui ont été construites illégalement d'être raccordées au réseau électrique, à l'eau et au téléphone. Une loi qui a été présentée par le parti Abraham et qui a donc pour but de légaliser en quelque sorte des maisons qui ont été construites sans autorisation, surtout dans le Negev. Alors, cette loi a connu plusieurs versions. Ayelet Shaked s'est fortement opposé au début à cette loi. Des modifications ont été apportées et ce qu'il ressort en fin de compte après donc ces différentes modifications, c'est que cette légalisation ne sera donc pas automatique. Elle concerne les maisons qui ont été construites avant 2018. Donc, il ne s'agit pas seulement de permettre la construction d'habitations aujourd'hui sans autorisation. Et puis surtout, ce raccordement ne sera pas gratuit car les propriétaires devront payer la coquette somme de 120 000 shekels. Alors, c'est les grandes lignes de cette loi. Je suppose qu'on va un peu plus rentrer dans les détails avec vous Mylène, et avec vous, Dan. Mais la première question que je voudrais poser à Dan ce matin, Dan Ilouz, qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi ? Je pense que les choses qui me dérangent, ils ont moins à voir avec les détails de la loi et plus avec le message que cette loi, elle donne. D'abord, la première chose, c'est que cette loi, elle incite la criminalité. Lorsqu'on donne un prix aux criminels et qu'on légitimise leur action, alors on encourage encore plus de criminalité. Ces maisons, elles ont été construites de manière illégale et maintenant, lorsqu'on les légitimise, lorsqu'on leur donne de l'électricité, alors on encourage encore plus de criminalité. La deuxième chose, c'est que c'est une loi anti-juive et anti-sioniste. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un problème qui est très similaire, qui existe en Judée-Samarie. Et les partis de l'opposition, ils ont demandé d'inclure les Juifs qui ont ce même problème dans ce projet de loi et ils ont tout simplement refusé de le faire. La coalition a tout simplement refusé de le faire. Et donc, ils ont dit oui aux Arabes, non aux Juifs. Ça, c'est une perspective anti-juive. C'est pas tellement surprenant lorsqu'on sait que le gouvernement actuel, c'est le premier gouvernement qui dépend des partis arabes, mais c'est quand même quelque chose qui est une des raisons pour laquelle je m'oppose à cette loi. Mais la troisième raison, c'est vraiment la raison la plus importante. Elle est un peu plus complexe, mais elle est très importante. En mai dernier, il y avait vraiment des pogroms en Israël et j'ai envie de vous rappeler que ces pogroms, ils ont été organisés par le mouvement islamique qui est le Hamas. Le Hamas qui fait partie du mouvement islamique mondial. Pendant ces pogroms, le parti Yemina lui-même a dit que ça serait impossible de créer un gouvernement avec Ram, avec le représentant du parti, du mouvement islamique ici en Israël, dans le sud d'Israël au moins. Mais après que ces pogroms ils ont fini, même s'il n'y a pas eu vraiment de réponse assez forte du gouvernement israélien de temps, et ça c'est une des critiques que j'ai moi-même pour Netanyahou. C'était Benjamin Netanyahou à l'époque. C'était Benjamin Netanyahou qui était Premier ministre. Ça, je vous dis encore, c'est une des critiques que j'ai moi à Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas eu de réponse assez forte, mais non seulement qu'on n'a pas assez répondu,
on a mis Ra'am dans le gouvernement. Le mouvement islamique, encore, lorsqu'on regarde ça de manière stratégique, à une guerre qu'on a avec le mouvement islamique partout dans le monde, mais aussi avec le Hamas à Gaza, alors on a donné une récompense au mouvement islamique en le rentrant dans le gouvernement. Et maintenant, on continue à lui donner plein de prix, plein de récompenses. Je ne sais pas si les gens ils savent ça, mais le mouvement islamique, il a demandé que maintenant qu'il fait partie du gouvernement, à chaque fois qu'il y a une inauguration d'un centre communautaire ou de quelque chose dans un village arabe, quelque part en Israël, que ce soit au sud ou au nord, vous avez dit dans vos propos d'introduction que c'est surtout au sud, mais c'est aussi beaucoup au nord. Il y a beaucoup de constructions illégales au nord aussi, mais même à chaque fois qu'il y a une ouverture d'un centre communautaire, de n'importe quoi, ils veulent être à l'inauguration, ils veulent être la personne qui représente le gouvernement, qui parle à l'inauguration. Ce gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il renforce le mouvement islamique ici en Israël, avec tous ces projets de loi, avec ces inaugurations. Et la personne qui renforce ce mouvement islamique, c'est Naftali Bennett lui-même en tant que Premier ministre, et aussi ses associés, je dois vous dire en tant que francophone, qu'on pense bien sûr à Yom Tov Khalfon, qui lui n'a rien fait pour s'opposer à ces processus. Alors Dan, vous avez parlé de plusieurs sujets, hein, vous avez parlé de beaucoup de choses. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet de la loi sur l'électricité avec ce que vous nous avez dit, ça incite à la criminalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Mylène ? C'est une récompense ? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut demander des comptes à M. Netanyahou lui-même, parce que cette loi, si on regarde bien, pas sous forme de loi, mais sous forme de décret, ce procédé de régularisation et de raccordement à l'eau et à l'électricité, en fait, c'est déjà en vigueur depuis 2014. C'est un décret qui a été renouvelé en 2017 également, et qui permet donc, qui a permis à un nombre d'habitations illégales, particulièrement dans le nord d'Israël, d'être raccordées à l'eau et à l'électricité. Ce que fait la loi aujourd'hui, c'est qu'elle ne fait que formaliser et officialiser les choses. Par ailleurs, deuxième correction, cette loi ne s'applique pas et ne va pas s'appliquer essentiellement aux villages bédouins du Negev et aux constructions illégales bédouines dans le Negev. Absolument pas. Pour la simple raison qu'on seuls pourront être régularisées des constructions qui ont été construites sans permis, effectivement, mais dans des zones urbanisées, qui ont déjà un plan d'urbanisme auquel il est possible de les raccorder. Et donc ça, c'est absolument impossible dans le Negev. Vous n'avez qu'à venir faire un tour ici, et vous verrez bien que toutes les constructions disséminées dans le désert ne correspondent absolument pas à cette définition. D'ailleurs, les gens dans ces petits villages éparpillés, ces constructions illégales éparpillées dans le Negev se servent surtout de l'électricité solaire. Ils n'ont que faire du raccordement à l'électricité. Oui, mais il faut reconnaître, Mylène, quand même que cette loi a été proposée par le parti Ra'am, par le parti arabe. C'était justement quand même pour venir en aide aux électeurs de ce parti. Certes, d'accord, peut-être c'était leur objectif, mais c'est pas l'objectif qui a été atteint. Il suffit simplement de regarder le texte de loi. Il va être efficace essentiellement sur les localités du nord du Negev, dans les agglomérations arabes qui existent déjà, et même dans les villages, dans les villes mixtes judéo-arabes précisément, celles-là où il y a eu des émeutes. Mais et c'est pas un satisfecit qui leur est accordé, c'est pas une récompense qui leur est accordée. Quand on voit les contraintes qui leur sont demandées pour pouvoir remplir toutes les conditions afin d'avoir ces raccordements et les sommes qui sont à payer. D'ailleurs, vous le savez, depuis qu'elle est appliquée, depuis que ce processus est appliqué par décret depuis 2014, il y a eu très peu de personnes qui se sont emparées de ce cadeau, on va dire, et en ont profité. Tout simplement parce que ça leur coûte trop cher et qu'ils préfèrent se pirater chez le voisin en prenant l'électricité chez le voisin plutôt que de payer des taxes à l'État. Dan, ce que dit Mylène, c'est la continuité d'un décret qui existait déjà sous l'époque de Binyamin Netanyahou. Alors d'abord, c'est pas vrai. Je sais que c'est ce que le parti Yemina veut dire, mais c'est tout simplement pas vrai. C'est vrai qu'il y a eu certaines constructions qui ont été reliées
par décret à l'électricité d'après les années, mais ça n'a jamais été un projet de loi. Un projet de loi, c'est complètement différent. Les gens qui ne reçoivent pas ce qui est dû à eux dans le projet de loi, ils peuvent ensuite aller aux tribunaux et le demander. Dans cette loi aussi, une chose que Mylène n'a pas dit, si le gouvernement ne réussit pas à répondre après 60 jours aux demandes des Arabes, c'est pas seulement des Arabes, mais on sait que la plupart des demandes vont être des Arabes. S'il ne peut pas répondre, alors automatiquement ils reçoivent ce droit, ce qui n'existait pas dans le décret. Alors maintenant, si moi je fais partie du parti RAM, je dis à tous mes amis, donnez plein de demandes. En passant, les demandes, elles ne doivent même pas être détaillées. Ça veut dire, une des choses que Ayelet Shaked a demandé, qui n'a pas été rentrée dans la loi, elle a demandé que les plans qui doivent être soumis soient des plans détaillés pour que ce soit des vrais plans et pas seulement des choses qui sont vraiment juste pour faire passer plein de demandes et mettre vraiment beaucoup de bureaucratie, ce qui ne laissera pas au gouvernement le temps de répondre. Elle a demandé que ce soit des plans détaillés. Ça ne doit même pas être des plans détaillés. Ça peut être des plans complètement très simples qui disent dans leur plan, j'ai construit une maison ici, je veux de l'électricité. Si vous avez des dizaines de milliers de demandes comme ça, le gouvernement ne pourra jamais répondre en 60 jours. Et ensuite, tout le monde va recevoir automatiquement le lien à l'électricité. Encore une fois, je vous dis, dans les détails de la loi, cette loi est complètement différente de ce qu'il y avait dans le passé, mais c'est moins important d'après moi que la plus grande image qui se dessine, qui est vraiment une incitation à la criminalité. Mylène, elle dit c'est pas une incitation à la criminalité parce que ça sera difficile pour eux de se reconnecter. Je pense que c'est à 100% une incitation à la criminalité. C'est quelque chose qui n'est pas... Si on donnait ces droits, le droit à la population juive de prendre n'importe quel terrain, de construire sur ce terrain et ensuite de recevoir tous les droits que quelqu'un qui a construit une maison peut recevoir, alors on verrait vraiment une anarchie ici en Israël, comme elle existe, cette anarchie dans les villages arabes. Alors pourquoi pour les Arabes, oui, pour les Juifs, non, ça, j'ai toujours pas compris. Alors, ce que dit Dan Mylène, c'est encore en fait que le parti Naftali Bennett et le gouvernement a en fait capitulé devant les partis arabes et aujourd'hui, il a les mains et poings liés devant le parti Ra'am. Je pense bien au contraire que non. Parce que si vous vous en souvenez, quand le projet de loi initial avait été déposé, Ayelet Shaked ensuite avait été déposé en commission, Ayelet Shaked ensuite est parti aux États-Unis, et précisément le président de la commission de l'intérieur, Walid Taha, a voulu tout changer dans ce projet de loi et a exigé un tas de choses. Il a exigé que l'autorité justement de la décision, la finalité de la décision ne soit pas laissée à la ministre de l'Intérieur, mais que soit nommé quelqu'un de spécial pour remplir ce rôle. Il a exigé aussi que soient gelées certaines choses dans ce projet. Enfin, bref, il a posé un tas de conditions. Résultat, il n'a rien obtenu. La seule chose qu'il a obtenue, c'est peut-être un raccourcissement du délai du droit de réponse. Effectivement, la demande d'autorisation doit passer d'abord devant la commission d'urbanisation régionale et qui a, elle, 45 jours pour répondre. Et ensuite, le dossier est déposé au ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur a 60 jours pour répondre. Et il a le mot final. Ça veut dire qu'il a le droit de refuser. Il n'est pas obligé d'accepter. Mylène, ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a un accord qui a été signé entre Ayelet Shaked et Ra'am en même temps que ce projet de loi est passé pour dire que Ra'am et Ayelet Shaked ensemble, ils vont prendre les décisions sur ces sujets. C'est un accord qui a été signé en même temps que ce projet de loi est passé. Et donc, c'est vrai que formellement, Ayelet Shaked a gardé le droit de décider. En passant, Ayelet Shaked, elle est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. C'est possible que Mansour Abbas, dans le prochain gouvernement, s'il est de gauche, il sera lui ministre de l'Intérieur. Alors, c'est une loi qui est très dangereuse à long terme. Mais même si on prend Ayelet Shaked maintenant, alors c'est vrai que dans le projet de loi même, elle n'a pas donné le droit à quelqu'un d'autre de prendre les décisions, mais à côté du projet de loi, elle a signé un accord pour dire qu'elle va prendre ses décisions en consultation et avec l'accord de Ra'am. Et donc, en fait, Ra'am a reçu exactement ce qu'il veut.
Ram a reçu exactement ce qu'il veut. Et Ram, il peut, s'il n'est pas content avec Ayelet Shaked, demain sortir du gouvernement, il n'y aura plus de gouvernement. Et tout le monde sait ça. Le parti Yemina, il n'a absolument aucun pouvoir dans ce gouvernement. Il a reçu plusieurs rôles qui ont l'air importants, mais le pouvoir de ces rôles, il ne les détient pas vraiment. Alors, Dan, donc, le RAM aura droit de consultation sur les décisions. Il aura le droit de consultation. Ayelet Shaked, elle aura le droit, elle, de refuser. C'est elle qui aura le droit de refuser. C'est pas RAM. RAM pourra être consulté, peut-être, d'accord, mais c'est la décision en dernier lieu revient à Ayelet Shaked. Et Ayelet Shaked et Naftali Bennett aussi, d'ailleurs, ont toujours été très clairs sur son gouvernement. Ils ont dit tant que ce gouvernement se comporte suivant les lignes directrices qui ont été déposées dans l'accord entre Yesh Atid et Yamina, d'accord, pas entre tous les autres partis, mais entre l'accord fêtière, si vous voulez, qui couvre tous les accords de coalition et qui est l'accord entre Yesh Atid et Yamina, tant que le gouvernement respecte ces accords-là, il y a un gouvernement. S'il n'y a plus cette politique-là de possible, alors il n'y a pas de gouvernement. Ils n'ont pas d'état d'âme, vous savez. Ils ne sont pas là ni pour occuper des sièges, ni pour remplir des fonctions. Et ils ont véritablement mis ce gouvernement en place pour qu'il y ait une action gouvernementale, pour que le pays redémarre. Par ailleurs, je voudrais revenir aussi sur un deuxième point que vous avez évoqué, qui est cette injustice par rapport aux implantations. Aux jeunes implantations. Alors, on va revenir dans un instant. On va revenir dans un instant, mais je voudrais juste poser encore une question à Dan concernant justement ces constructions dans le Negev. Pendant des années, le gouvernement n'a pas mis à jour en fait les plans de l'utilisation des terres, et ce sont encore des terres qui sont considérées comme agricoles. Et il y a eu une augmentation de la population dans ces régions. Est-ce que vous ne trouvez pas normal qu'en fait aujourd'hui le gouvernement s'occupe justement de ces populations qui sont des citoyens aussi israéliens, même si c'est une population arabe? Le gouvernement doit s'occuper. Le gouvernement, dans le passé, a fait plusieurs erreurs, incluant le gouvernement de Netanyahou et les gouvernements qui l'ont précédé. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, il faut capituler. On ne corrige pas des erreurs avec des erreurs encore plus graves. Et surtout pas lorsqu'on... Excusez-moi, Dan, mais ça n'est pas capituler que venir mettre de l'ordre. J'ai expliqué mon point de vue. J'ai aussi expliqué mon point de vue d'après. Non seulement mon point de vue, parce que c'est mon point de vue, mais je l'ai aussi expliqué d'après le projet de loi avec beaucoup de détails. C'est vrai que vous dites exactement le contraire, mais j'invite tous les auditeurs à vraiment étudier le projet de loi, et pas seulement le projet de loi, mais aussi tous les accords qui ont été signés autour du projet de loi, parce que c'est très important de comprendre que même si le texte du projet de loi, il dit une certaine chose, des fois, de manière politique, on sait que ce qu'il y a à côté, c'est aussi important que ce qui est dans le texte de loi. Alors, j'invite tous les auditeurs pour voir que vous ne dites qu'une certaine partie de l'histoire, alors que moi, j'essaie d'expliquer. Précisément, l'une des revendications de Walid Taha était d'annuler ces accords parallèles au projet de loi. Okay, sur cela, justement, il n'a pas obtenu satisfaction. Ça veut bien dire que dans ces accords qui accompagnent le projet de loi, il y a des choses qui ne lui plaisaient pas, mais que néanmoins, Ayelet Shaked a maintenu. Vous avez raison que Walid Taha du mouvement islamique n'a pas reçu 100%, il a reçu 90%. Alors, Mylène, je voudrais, Mylène, parce que le temps va bientôt terminer, je voudrais qu'on parle quand même de cette loi qui a été proposée hier, qui concerne donc la Hitiyashvut Hatzeira, donc les jeunes implantations, on va dire, en Judée-Samarie, et à laquelle Yemina a voté contre. Alors, d'un côté, et c'est vrai que lorsque, d'une façon visuelle, on a l'impression que Yemina vote en faveur d'une loi qui est en faveur donc de la population arabe, et lorsqu'il s'agit de la population de Judée-Samarie, Yemina vote contre. C'est vrai que d'un point de vue visuel, c'est pas très bon, quoi. C'est d'un populisme extrême, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. De la même façon que les populations illégales dans le Negev, que les constructions illégales dans le Negev ne peuvent pas être concernées par ce projet, de la même façon, les jeunes implantations ne peuvent pas être concernées dans le projet. Parce qu'elles sont illégales? Parce qu'elles sont illégales? Parce qu'elles sont... excusez-moi, la loi
actuellement, et malheureusement, et malgré tous les efforts faits depuis 2015 par Ayelet Shaked, Bezalel Smotrich, Yoav Kish, nombre de députés du Likoud d'ailleurs, qui ont essayé de régulariser les jeunes implantations, et d'ailleurs les implantations tout court en Judée-Samarie, la loi n'a pas changé. La loi de la souveraineté israélienne ne s'applique toujours pas en Judée-Samarie. Et vous savez très bien qui a bloqué cette possibilité de régularisation. C'est Benjamin Netanyahou en personne. Donc, malheureusement, le statut actuel aujourd'hui des jeunes implantations, c'est effectivement d'être illégal. Par ailleurs, le projet de loi s'applique aux constructions d'avant 2018. Donc, nombre de ces jeunes implantations ne sont pas concernées. Donc, c'est un leurre, et je dirais, c'est un mensonge pur et simple de dire. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Likoud a boycotté complètement le vote sur l'ensemble du projet de loi, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas pris position sur aucun des termes, des articles, etc. du projet de loi. La seule chose sur laquelle il leur a importé de voter, c'était justement cet amendement, soi-disant pour inclure les jeunes implantations de Judée-Samarie dans le projet de loi. Ouais. Et or, c'était évidemment un piège monté de toutes pièces pour montrer où regardez, Yamina, ils votent contre les jeunes implantations Judée-Samarie. Alors que ça n'a absolument aucun rapport. Et je vais même vous dire autre chose, juste un petit point. C'est le dernier, oui. C'est que le fait qu'aujourd'hui existe cette loi concernant les implantations illégales en Israël et qui concerne en général, qui va concerner les habitations arabes, parce qu'en général, la majorité des Juifs ne construisent pas sans permis de construction. Mais enfin, disons que le fait même que cette loi existe aujourd'hui, ça crée un précédent juridique très important et qui va renforcer la demande en faveur des jeunes implantations, tout simplement sous le spectre de l'égalité entre les citoyens. Si les citoyens arabes effectivement bénéficient quelque chose, alors ça va servir les négociations qui sont en cours et qui sont très serrées avec l'administration civile de Judée-Samarie, avec le ministre de la Défense. Mylène, on va laisser répondre Dan. Vous avez dit que c'était un piège qui a été tendu par le Likoud et par l'opposition. C'est un piège, Dan? Je ne sais pas ce que ça veut dire un piège. C'est un projet de loi qui a été suggéré pour lequel, si Yemina aurait voté pour le projet de loi, alors il aurait passé. Ça veut dire que ce projet de loi a été d'appliquer cette même loi aussi en Judée-Samarie. C'est tout ce que ce projet de loi il disait. Appelez ça un piège, appelez ça pas un piège. Je ne sais pas ce que ça veut dire un piège. Lorsque c'est un projet de loi, lorsqu'on est en politique, lorsqu'on vote, ils auraient voté pour. Alors le projet de loi, il aurait passé. Ils ont décidé de voter contre. Alors le projet de loi n'est pas passé. C'est à 100% à cause de eux. Ils ont été piégés, je ne sais pas. Ça, c'est encore une question d'interprétation. Mais moi, j'ai envie de dire que plusieurs des choses que Mylène elle a dit, elles sont tout simplement pas vraies. La plupart des jeunes implantations, ce qu'on parle en Judée-Samarie, elles sont de bien avant 2018. Et aussi, j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est pas quelque chose que Mylène elle a dit. Je pense que même Mylène elle serait d'accord avec moi, mais c'est important pour les. Mylène, une seconde, laissez-moi parler. Vous avez parlé longtemps. Vous avez parlé longtemps. Laissez-moi finir. Je pense même que Mylène, elle sera d'accord avec moi, même sur ce point. Les jeunes implantations, elles ont beaucoup plus de légitimité que tous les constructions illégales arabes, puisque les jeunes implantations, c'est des gens d'habitude qui ont été envoyés par le gouvernement israélien, qu'ils ont reçu des messages du gouvernement israélien. Allez-y, et on va vous aider après avec toute la bureaucratie. Chose qui n'a jamais été faite. Et donc, c'est un problème en une phrase, Mylène. En une phrase. Merci, Dan. Merci, Dan. Il dit, si cet amendement avait été voté, la loi aurait pu s'appliquer aux jeunes implantations. Juridiquement, c'est faux. D'accord. C'est faux et c'était impossible. Voilà, c'est tout simplement. On a terminé. Il faut lire. Vous l'avez dit vous-même. Merci. Les implantations doivent être accordées à des plans d'urbanisme et c'est absolument pas le cas en Judée-Samarie. On est obligé de terminer. En tout cas, merci d'avoir débattu sur ce sujet et d'avoir exprimé chacun vos opinions. Merci Mylène Sima, merci Danilou d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.